Et bonsoir le live, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde est bien rentré de Kaisersberg? Est-ce que vous avez fait des folies? Est-ce qu'on vous a manqué? Est-ce que vous allez bien? Coucou Akibi, coucou Yumekazu, coucou Arsène. Bah voilà, ils étaient tous acabés eux. En fait, il y avait que toi qui manquais, Guillaume. Comment tu vas? Eh ben ça va bien. Ça va. Alors, comment... Oui, bah bien, re-bienvenue, hein, parce que je sais plus comment m'adresser à toi parce que tu es là tellement souvent que... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué ensemble en fait. Ça me manquait. Donc, j'étais contente que tu aies sorti un nouveau jeu comme ça, je suis obligée de t'inviter. C'est pour ça que je l'ai fait en fait. Hein. D'accord, c'était juste pour revenir. Après, je comprends. Ouais. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il y en a peut-être encore qui ne te connaissent pas ou qui viennent de découvrir ma chaîne, donc ils ne savent pas encore qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous raconter un peu comment t'en es arrivé à devenir auteur de jeux de rôle? Ouais, alors brièvement, je m'appelle Guillaume, comme mon nom l'indique. J'habite à Lyon. Je suis né au milieu des années 70, ce qui ne nous rajeunit pas. Non. Aujourd'hui, je suis comédien dans une petite compagnie de théâtre à Villeurbanne, à côté de Lyon, où notamment le plus gros de notre travail, c'est de créer des projets participatifs avec les habitants d'un quartier populaire de Villeurbanne. Du coup, j'en parle là comme ça parce que ça m'anime aussi beaucoup le côté participatif, le fait de créer avec. Je pense que ça se ressent aussi dans mes jeux. Et puis dans ma façon de jouer. Et puis depuis, je fais des jeux de rôle depuis pas mal de temps, mais je m'y suis vraiment remis, en tout cas avec quand il y a à l'époque de l'auberge virtuelle, enfin je sais pas, il y a une quinzaine d'années peut-être, quelque chose comme ça. Ça ne rajeunit toujours pas. J'ai commencé à jouer en ligne et donc découvrir plein de gens, plein de jeux, plein d'auteurs et d'autrices, et ça m'a donné envie de réécrire des jeux. Du coup, là aujourd'hui, j'en ai un petit paquet, mais c'est des jeux très courts. J'ai beaucoup de jeux en une page, des jeux qu'on pourrait dire indépendants et puis auto-édités, avec souvent, des concepts. Si c'est original ou si c'est un peu atypique, mais j'aime bien faire des jeux qui me ressemblent, et comme je ressemble à rien, je fais des jeux qui ressemblent à rien. Écoutez-le là. N'importe quoi. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup le chocolat, pour finir ma présentation. Il m'a fait baver pendant la pause. Vous voulez me faire plaisir, vous savez comment vous m'achetez du chocolat. Vous êtes tout de suite mon meilleur ami. Voilà. Je t'ai jamais offert de chocolat. J'ai raté quelque chose dans ma vie. Non, mais t'as pas besoin. Tu es un chocolat, toi, toute seule. Oh là là. Justement, la Land of the Dead. La Land of the Dead. Oui. Pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous décrire le concept? Alors, le concept, il tient à peu près, c'est comme le titre. C'est deux univers qui sont collés l'un à l'autre. D'un côté, l'univers de La Land, c'est-à-dire que c'est pas forcément le jeu. Je réponds à Kibi, chocolat noir. Du coup, c'est l'univers des comédies musicales, qu'elles soient américaines, françaises, indiennes, etc. Exactement. Et l'univers des films de zombies. Et du coup, La Land of the Dead propose de jouer une invasion de zombies, une apocalypse zombie, en comédie musicale. Les règles vont être là vraiment pour essayer d'émuler d'une part tous les codes des films de zombies. En tout cas, ce que je pense l'être. Hein, je me prétends pas être un expert. Ton interprétation. Comme je le sentais. Et puis aussi une mécanique qui fait que on va avoir besoin de chanter puisqu'on fait de la comédie musicale. Donc on va jouer à certains moments en chantant. Bien, mal, faux, on s'en fout. L'important, c'est de faire basculer notre partie, notre univers, ce qu'on raconte, comme si on était une comédie musicale, et de s'amuser avec ça et avec bienveillance et d'accepter qu'on n'est pas tous prêts à passer les auditions à l'aveugle de The Voice. Et que c'est pas très important. Ah là là. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe.
À part les zombies et les comédies musicales, est-ce qu'on retrouve d'autres thèmes dans ton jeu? Vu qu'on est dans un jeu de survie, il va y avoir de la trahison. De la trahison, de l'exploration. Enfin, il y a des choses qu'on retrouve en fait dans les films de zombies, de l'entraide malgré tout, parce que pour survivre, c'est fait partie aussi de la mécanique. Hein. Pour survivre, vaut mieux être ensemble que tout seul. Qui n'empêche pas de pouvoir avoir effectivement de la trahison. Il y a une action de jeu qui s'appelle lâche, où justement on va essayer de faire en sorte que quand on fait un échec, ce soit pas nous qui en subissions les conséquences, mais quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, mais on reste vraiment un peu dans les codes du film de genre. Et puis avec ce grand écart, moi ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur une sorte de grand écart improbable entre vraiment la noirceur des films de zombies, où les films de zombies c'est noir, c'est souvent sans espoir. On va ressentir le pire de l'humanité. Et puis et à côté de ça, je voulais aussi le mêler avec la lumière, la poésie, des fois la folie ou la magie des comédies musicales, et de voir comment au sein d'une même partie, on bascule de l'un à l'autre, et du coup on va être dans des jeux, dans des histoires extrêmement contrastées, où on va passer effectivement d'une scène extrêmement lourde, extrêmement, pourquoi pas gore, suivant les envies qu'on a envie, à des choses lumineuses. Voilà, on peut vraiment passer de Land of the Dead à Mary Poppins dans la même scène. Voilà, j'avais vraiment envie de jouer avec le mélange de codes, et puis qui fonctionne en fait. Je pense qu'il fonctionne hyper bien. On voit notamment les épisodes comédie musicale qu'il y a dans des séries. Il y a plein de séries, à commencer par Buffy, mais il y en a plein d'autres. Ce sont des épisodes qui fonctionnent à merveille. Et du coup, il n'y avait pas de raison qu'on puisse pas faire ça aussi en jeu de rôle, puisque c'est aussi comme les séries, comme le cinéma, comme le théâtre, c'est un média qui permet de raconter des histoires, de jouer des personnages, de s'amuser avec les genres et les styles. Du coup, voilà, pouf, La Land of the Dead. Ouf, La Land of the Dead. Et comment t'es venue l'idée de mêler apocalypse zombie et comédie musicale? C'est improbable, un peu comme ça, là. Ouais, alors, comme toujours, ce qui est arrivé. En fait, c'est arrivé parce qu'il y a des idées qui se baladent dans ma tête. La comédie musicale, c'est quelque chose, ça fait un moment que je tourne autour. Notamment, je m'en sers beaucoup dans les cours de théâtre que je donne, parce que c'est un outil qui me sert. Je donne beaucoup de cours de théâtre à partir d'improvisation. Et la chose pour moi la plus importante dans l'improvisation, c'est de lâcher prise. Pour pouvoir vraiment improviser, il faut à un moment s'abandonner un peu, se lâcher, arrêter de se regarder, et puis de voir ce que ça donne, et de s'autoriser à pas y arriver. Et puis c'est pas grave, on recommence, quoi, on fait autre chose. Et demander à mes élèves de faire des scènes en comédie musicale, sachant que c'est pas des cours de comédie musicale, ils sont pas chanteurs, ils ont pas forcément le but d'être chanteurs. Ils vont forcément avoir une sorte de gêne qu'il va falloir surpasser, et puis de s'autoriser à dire, mais en fait, je chante mal, mais je m'en fous. On m'a demandé de faire de la comédie musicale, je vais faire de la comédie musicale. Et c'est un super outil, en tout cas quand je donne mes cours de théâtre, pour vraiment travailler sur le lâcher prise, de se faire confiance, d'être à l'écoute des autres, et d'arrêter un peu de se regarder ou de se mettre des freins en se disant, oh là là, je vais pas oser parce que je vais pas y arriver. Bah si, tiens, vas-y, quoi. Et du coup, ça fait longtemps que ça tourne dans ma tête, que je m'en sers encore une fois au théâtre, et que j'ai envie de plus ou moins de m'en servir dans le jeu de rôle. J'en ai reparlé il y a quelques temps déjà avec Fred Synthèse, qui est un ami, un auteur qui malheureusement nous a quittés, voilà, et qui avait écrit un jeu qui n'a pas eu le temps de publier. Il s'appelait la Mélodie des orphelins, qui proposait de jouer des fictions à la Dickens en comédie musicale. Donc on est à l'ère victorienne à Londres, avec des orphelins, et du coup voilà, avec aussi toute une mécanique autour du chant. Donc c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, mais avec Fred, à la fin, quand il était vraiment malade, on avait prévu d'y jouer ensemble.
Et puis la maladie, le Covid, beaucoup de choses nous ont empêché de le faire, et ça reste nos derniers échanges, nos derniers. Enfin, je vais pas m'apesantir là-dessus parce que je vais pleurer devant la caméra, mais voilà, je pense que sans que j'y ai vraiment réfléchi, j'y pensais pas vraiment quand j'écris la Land of the Dead, mais je pense que c'était présent. Voilà, c'était le travail qu'avait fait Fred, cette envie d'utiliser la comédie musicale comme outil aussi pour le jeu de rôle, c'est présent. Et puis après, comment tout ça s'est mis en place de façon complètement hasardeuse, comme d'habitude. C'est-à-dire que j'étais pas du tout parti pour bosser là-dessus. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres trucs. Et puis d'un coup, je vois passer au début janvier une jam sur Itch.io pour écrire un jeu en 14 mots. Je fais bah non, c'est encore plus balèze qu'écrire des jeux en une page, parce que j'aime bien écrire des jeux en une page. 14 mots, voilà, il y a du défi. On a quand même le droit d'utiliser plusieurs fois le même mot, mais voilà, là je trouvais ça marrant. Du coup, j'ai commencé à chercher des concepts qui pourraient faire assez rapidement, assez efficace. Je suis parti sur un concept où on joue des poissons rouges dans des mechas, enfin des trucs un peu bizarres. Et puis d'un coup, je sais pas comment c'est venu. Tout ça, je suis tombé sur voilà, j'ai écrit La La Land of the Dead sur un bout de papier en disant on pourrait faire du zombie en comédie musicale. Et puis j'ai commencé à le travailler pour le faire en 14 mots. Et puis à force de le travailler, je me suis dit ouais, mais on pourrait rajouter ça. Il y avait 2-3 pictogrammes, des flèches, le fait qu'on chante. Enfin, il y avait un truc qui était assez graphique, qui était rigolo, mais qui se résumait surtout à quand tu fais une action, tu chantes, quoi, en gros. Et puis je me suis dit, mais on pourrait aller. Puis j'ai eu envie d'aller plus loin. Je me suis dit, tant pis pour la jam, je vais l'écrire en une page, parce que j'ai envie de développer un tout petit peu l'idée. Et puis ce jeu en 14 mots est devenu un jeu en une page. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 trucs encore que j'avais envie de rajouter. Combien de pages au final ? Cette histoire de comédie musicale me plaisait bien, j'ai aussi fait 2-3 petits dessins. Puis comme ils ont fait rire ma femme, je me suis dit écoute, comme j'aime bien faire rire ma femme, je vais en faire d'autres. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à un truc qui avait, en tout cas sur le papier, avant de le taper dans mes notes, je partais sur un truc qui avait à peu près, qui était passé de 14 mots à une vingtaine de pages, quoi. Et je dis si je développe encore un tout petit peu, je peux peut-être faire une version comme Lulu, c'est 36 pages minimum, je peux peut-être faire une version livre, cette fois-ci, pas faire juste un PDF. Et puis du coup, j'ai redéveloppé un peu plus, j'ai mis un peu plus d'exemples. Je me suis commencé à dire tiens, un setting en plus, ça serait bien, parce que des fois on me reproche de pas mettre de scénario dans mes jeux. Alors du coup, j'ai rajouté un setting. Et puis au final, ce jeu en 14 mots fait 65 pages. Du coup, je ne tiens pas bien mes objectifs. Voilà, ça s'est construit un petit peu tout seul. Et c'est ce qui a permis de le démarrer, donc c'est cool en fait. Mm-hmm. Donc alors, il t'a fallu combien de temps pour le développer du coup, passer des 14 mots au je crois à peu près à quelques jours près, mais entre le moment où j'ai eu l'idée, où j'ai vu la jam et puis je me dis je ferai un truc, et puis le jeu sur Itch.io, il y a dû se passer un mois à peu près. Enfin, c'est ça doit être un mois. Mais t'es efficace, il y a pas à dire. C'est pas en termes d'efficacité, j'ai un côté assez passionné où quand j'ai une idée, j'ai tendance à un peu à foncer dedans, et puis du coup à beaucoup bosser dessus les week-ends, le soir en rentrant du boulot. Du coup je me donne des grandes plages pour travailler, et puis ça correspond en plus à une période, moi le mois de janvier, c'est la période avec ma compagnie de théâtre où il y a un peu moins d'activité. Du coup, j'arrivais à régulièrement à avoir des demi-journées de boulot pour bosser dessus. Puis du coup, comme j'ai l'habitude pareil avec ma compagnie de théâtre, quand je dois écrire des spectacles des fois assez vite, c'est vrai que je suis, sans dire, je sais pas si je fais du bon travail, mais c'est pas à moi de juger la qualité de mon travail, mais c'est vrai que je suis assez efficace quand je me mets devant l'ordi. Voilà, je peux me mettre devant l'ordi pour bosser. Le week-end, je me lève à 9h, je suis prêt, je suis devant l'ordi et j'arrête à 19h, quoi. Il faudra que tu m'apprennes. Le truc, c'est que
pas oublier de se lever pour aller faire pipi, il faut boire de temps en temps. J'imagine. Mais c'est un peu, je sais pas, c'est pas un côté maniaque, j'en sais rien, mais il y a un côté un peu vertigineux. C'est comme quand je dessine, je suis la tête sur ma feuille et puis d'un coup je lève la tête et j'ai vu qu'il s'était passé 4 heures. Il n'y a plus rien autour. Quoi. Ouais. Du coup, tu as écrit, tu as dessiné. Est-ce que tu as tout fait tout seul encore, tel un énorme orchestre Ouais. J'ai tout fait tout seul, mais en plus maintenant, il y a un setting qui a été créé par Marion Amar. Mais qui est Marion Amar, c'est son pseudo c'est Morora aussi, et elle a sa chaîne Suck McDice. Et du coup, on a fait je crois qu'une des parties test avec elle. Et après, elle m'a tout de suite demandé si elle pouvait écrire un setting. Je dis mais ouais, carrément, ça me ferait hyper plaisir. Trop bien. Et du coup, elle a mis, elle a un PDF qui est nickel. Et du coup, elle l'a mis sur son site. Et j'ai évidemment tout de suite mis un lien. J'ai même changé la version Lulu qui était déjà publiée pour remettre le lien vers son setting qui est vachement chouette, où on va jouer dans un collège américain un peu façon Glee, la série, enfin des séries pour ados. Ah oui, trop bien. Voilà. Donc c'est les zombies qui arrivent à Glee, quoi, en gros. Je vais le chercher sur le Itch.io. Donc ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait, elle l'a fait toute seule. Il y a le lien sur la page Itch.io. Ouais, j'envoie le lien du Itch.io sur le chat. Voilà. Bonsoir, monsieur Charles. Et puis après, même si je fais tout seul, enfin, si j'ai fait tout seul l'écriture, les dessins et tout ça, machin, malgré tout, je suis pas complètement tout seul parce que il y a ta femme qui rit. Il y a ma femme qui rit, enfin qui est là, à qui je soumets aussi ce que j'écris, qui est là pour relire derrière, comme en plus elle fait pas de jeu de rôle, je vois tout de suite si ce que j'écris c'est compréhensible ou pas, parce que elle a pas forcément tous les codes, et quand elle comprend pas, elle hésite pas à me le dire. Et je trouve ça important que aussi le jeu soit compréhensible. Il y a mon ami aussi Jonathan qui a fait aussi quelques relectures. Les gens dans les playtests aussi m'ont fait des retours qui sont hyper intéressants. Jonathan m'a fait par exemple une petite grille de probabilité, comme moi je sais pas faire. Du coup j'ai pu aussi un peu plus calculer les choix que je fais dans la mécanique, même si voilà. Alors quoi, ça me confortait plutôt que réconforter, même les deux, tiens. Ça me confortait, ça me réconfortait dans le fait que ma mécanique faisait ce que je voulais qu'elle fasse, quoi, aussi d'un point de vue mathématique. Et puis voilà, le retour des gens qui ont fait des playtests et puis tous les gens sur les réseaux qui aussi m'ont boosté quand je postais les dessins. J'ai eu pas mal de retours sur les dessins, du coup ça booste, quoi, ça donne envie d'en faire d'autres et puis ça motive, ça met de l'huile dans la machine. C'était quoi tes principales inspirations artistiques et ludiques? Ludique, il y avait les mélodies des orphelins, même si c'était pas conscient, de Fred Sintès, qui forcément était quelque part dans un coin de ma tête, même si j'en ai eu conscience en discutant avec un ami après, qui m'a dit Mathieu Lecmoc, qui est de Radio Rollis, qui m'a dit mais est-ce que t'étais inspiré du jeu de Fred? Puis j'ai dit j'y ai pas pensé, mais sans doute. Et puis dans les autres inspirations, il y a évidemment le clip de Thriller de Michael Jackson qui est absolument parfait, l'épisode musical de Buffy, et puis après toutes les autres. Il se trouve pareil, il y a rien qui est complètement hasard, mais quelques semaines avant d'avoir eu l'idée, pendant les vacances de Noël, puisque j'ai écrit en janvier, j'avais montré Singing in the Rain, le film, à mes enfants. Et du coup, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui étaient dans la coin de ma tête. Et puis après, il y a tout ce qui est, voilà, les Demoiselles de Rochefort, enfin tous les films, puis les grands classiques des comédies musicales françaises et américaines qui étaient toujours là, au moins pour les dessins. Et puis et puis tous les films de zombies, j'en ai vu quand même un certain nombre, parce que je pense que dans les films un peu horrifiques, c'est vraiment mon genre préféré. Ouais, je trouve que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a des très très bons trucs. Enfin, puis ce que j'aime, c'est que ça raconte
en fait, en se mettant dans un contexte de survie, enfin, l'apocalypse zombie, c'est le summum de terreur. De la terreur et puis de la survie. C'est des films, en fait, on parle en fait vraiment de l'humanité. On parle de comment on se comporte, est-ce qu'on va changer, qui devient, enfin, comment on peut reconstruire ou détruire ou se tenter de détruire. Enfin, le zombie, c'est juste un prétexte pour montrer faire un zoom le vrai visage des gens. Donc, alors il y a des auteurs et des réalisateurs qui servent super bien de ce sujet-là, puis il y en a d'autres qui en font juste des films un peu série Z, mais voilà, et qui sont aussi sympas. Puis il y a même des très bonnes comédies comme Shaun of the Dead que j'adore, et puis je trouve qu'il y a des trucs très 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 fins dans ce film sur la façon aussi de parler des gens, enfin, puis de notre société. Enfin voilà, du coup c'est vraiment nourri de ce que j'aime d'un point de vue cinéma, en fait. C'est lequel ton préféré? Le film de zombies? Ouais. Ah, c'est difficile. C'est très difficile. J'adore poser des questions difficiles. Il y a évidemment La Nuit des Morts Vivants de Romero, le premier, qui est parfait. Shaun of the Dead qui est vraiment très 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 bon aussi, je trouve. Il y a celui de Zack Snyder que je trouve qui est aussi très réussi. Dawn of the Dead, si je me trompe pas. Voilà, mais il y en a plein qui sont très chouettes. Il y a 28 jours plus tard, moi aussi, qui m'avait scotché, que j'ai vu au cinéma. C'est terrible. Je l'ai vu au cinéma. J'étais étudiant, je devais avoir 21 ans quand il est sorti. J'étais dans une salle de cinéma qui était pourrie, avec les sièges qui étaient, il manquait de la mousse, le papier sur les murs, qui était comme une salle qui était vraiment pourrie. Et j'étais tout seul dans la salle. T'étais dans l'ambiance, ça va? J'ai flippé, mais comme jamais. J'ai vraiment flippé comme jamais. Je crois que je serrais les accoudoirs comme ça pendant tout le film. En plus, il devait me rester des bouts de mousse dans la main après. Enfin, c'était... Et le film, il est bien flippant en plus. Enfin, il est terrible 28 jours plus tard. Et personne ne voulait aller le voir. C'est pas. Après, c'est aussi peut-être parce que le cinéma était pourri. Justement, c'est pour ça que j'étais allé dans celui-là. C'est que comme j'étais étudiant, j'avais pas une thune et j'étais allé dans le cinéma le moins cher de Lyon. Et voilà, il y avait une raison pour laquelle c'était le moins cher. Ah bah moi côté immersion c'était bien. Ouais, okay. Et puis côté comédie musicale, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup Chantons sous la pluie, même si il a quelques longueurs, il est vraiment très très chouette. Il y a l'épisode de Buffy que je trouve aussi excellent, magistral. Et puis The Rocky Horror Picture Show qui fait partie de mon top 10, tout film confondu. Et j'attends juste que mes enfants soient assez grands pour pouvoir le regarder avec eux. Donc c'est pas pour tous. Alors, mon Dieu, j'ai perdu mon fil. Est-ce que tu peux partager d'autres anecdotes sur le processus de création? Il s'est passé des choses pendant que tu faisais le jeu ou c'était un long fleuve tranquille? Non, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais non, parce qu'il y a forcément des moments où je doute, où je dis mais en fait ce que j'écris c'est pourri. Et puis après des moments où je dis mais en fait ça c'est peut-être pas pourri mais ça va intéresser que moi en fait. Et puis enfin il y a plein de moments où j'ai envie de tout arrêter. Et puis heureusement j'en parle à des amis autour de moi qui me rassurent. Mais j'ai contrairement, je sais pas que je dégage, mais quand je parle comme ça, mais je doute énormément de ce que je fais et au théâtre et dans le jeu de rôle et c'est toujours assez douloureux mon processus de création et en même temps c'est à la fois douloureux, à la fois vital, je peux pas m'en passer et en même temps il y a toujours un moment où je dis mais pourquoi je fais ça quoi, parce que j'ai un trac de malade, parce que même si j'y mets pas un enjeu de fou, surtout sur le jeu de rôle, enfin au théâtre si, mais parce que c'est mon métier, mais sur le jeu de rôle, c'est pas mon métier. Je suis pas auteur, je suis un gentil amateur de jeux de rôle qui écrit des jeux et
j'ai de la chance, il y a des gens qui me font confiance et qui les lisent et qui y jouent. Mais du coup, j'ai pas un enjeu de malade, j'ai pas besoin d'en tirer un salaire, j'ai pas besoin, je cherche pas forcément plus de reconnaissance, même si je suis très content quand il y a des gens qui me font des retours positifs. Mais je doute énormément, enfin, j'ai l'impression que, effectivement, que ce que je fais, c'est pas forcément terrible, et puis ça va intéresser personne que moi. Et voilà. Puis, je trouve qu'il y a peut-être 2-3 autres personnes qui s'intéressent, et tant mieux, ça me fait plaisir. Je pense qu'il y en a plus. Mais il y a toujours un moment où j'ai envie de tout arrêter, quoi. Je comprends. Du coup, dans un jeu qui a des thèmes aussi opposés que les zombies et les comédies musicales, comment on équilibre justement l'humour, l'horreur, la tragédie dans la narration? Bah, déjà, comme dans beaucoup de jeux, en discutant avant de jouer avec entre joueurs, joueuses, en mettant en place des outils de sécurité émotionnelle, et puis de partager nos envies, parce que c'est un jeu, c'est malléable. Du coup, on peut en faire ce qu'on veut, même si la mécanique, elle va apporter des choses, même si l'auteur il a une intention et qu'il va essayer de la partager. Une fois que les gens sont autour de la table, ils font bien ce qu'ils veulent avec, quitte à pas respecter les règles ou en rajouter. Enfin, mais si on respecte le jeu, enfin si on respecte, pas juste ce mot, mais si on joue le jeu comme je l'ai écrit et comme j'ai essayé de le partager, c'est important déjà de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie d'y mettre dedans, ce qu'on a envie d'y voir, quel est le niveau d'horreur qu'on a envie, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes intentions. C'est-à-dire qu'on peut être dans un monde de zombies en étant Peggy 12. Il y a des films comme comment il s'appelle, L'étrange pouvoir de Norman, qui est un film d'animation pour enfants avec des zombies, et ça passe très bien. Il y a Chair de poule où il y a des épisodes où il y a des zombies, ma fille elle adore ça. Et puis après on peut jouer 28 jours plus tard. Enfin, et entre les deux il y a plein de marge. Et puis pareil pour comment on va amener la comédie musicale. Est-ce que déjà quel niveau d'exigence on a? Moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau d'exigence. Il suffit juste d'accepter qu'on n'est pas tous des chanteurs professionnels et qu'il n'y a pas besoin de ça. Et puis est-ce qu'on veut essayer de vraiment d'émuler quelque chose de sérieux qui se tient, comme encore une fois comme dans l'épisode de Buffy. Il y a beau avoir de la comédie musicale, c'est un épisode qui raconte énormément de choses, qui dévoile énormément de choses sur les personnages, donc c'est juste un exercice de style. Ou est-ce qu'on veut juste en profiter pour être un peu plus fantaisiste, what the fuck? C'est plein de choses on peut se mettre d'accord avant. Et puis pendant qu'on joue, jamais hésiter à dire bah là peut-être qu'on va un peu trop loin, ou et puis même dans les chansons qu'on va utiliser, enfin je trouve ça chouette que ce soit aussi l'occasion de nous mélanger un petit peu nos références en utilisant des chansons qu'on connaît, ou d'inventer sur des airs qu'on connaît, ou il y avoir des trucs tellement obscurs. En tout cas, je pense que c'est comme dans beaucoup de jeux. Le plus important pour moi, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Mais moi, ce que j'essaie de mettre en place dans le jeu, c'est d'accepter qu'il puisse y avoir des choses terribles, et notamment, c'est un vrai jeu de zombies. Enfin, c'est un vrai univers de zombies. C'est-à-dire qu'on peut crever en un jet de dés, quoi. Il n'y a pas de point de vie. Il n'y a pas de. C'est-à-dire quand on doit mourir, on meurt, quoi. Il n'y a pas de miracle. Non. Bah, on est dans un moment de survie, on est dans un moment dangereux, on joue pas des super-héros, c'est-à-dire qu'on joue des gens normaux pris dans une apocalypse zombie, c'est-à-dire qu'on n'est même pas des militaires avec armés, on est le livreur de journal, on est l'infirmière, on est le professeur qui est en sortie scolaire, enfin, et du coup on va jouer des gens normaux face à deux choses complètement extraordinaires, qui sont le fait que il y a des zombies qui arrivent et que le réalisateur a décidé qu'on allait chanter. Moi j'aime bien les comédies musicales parce que je trouve que c'est un moyen de faire passer beaucoup plus d'émotions et de non-dits dans les chansons que dans les paroles. Ouais, puis ce qui est rigolo en tant qu'outil dans le jeu, c'est que ça permet d'amener les choses de plein de façons différentes.
C'est-à-dire que y a certaines descriptions. Je prends un exemple tout simple. Une horde de zombies qui arrive. On peut le décrire avec des mots, de dire que on entend des bruits. On peut dire que au loin on voit une masse qui bouge. On peut, ou sortir une odeur nauséabonde. On peut partir pour plein de descriptions. Et puis on peut aussi, du coup, ça veut dire si les joueurs et les joueuses, par exemple, sont dans une phase un petit peu de discussion, ils sont en train de dialoguer entre eux et tout ça. Du coup, on va être obligé de les couper pour leur faire cette description-là. Ou alors, comme on est dans une comédie musicale, une fois comme on s'autorise des trucs, on peut aussi les laisser continuer à discuter et commencer à amorcer une musique. Par exemple, la ligne de basse de Thriller de Michael Jackson. Et de la faire arriver doucement pendant leur conversation et de la monter. Et ceux, de même, qui vont se rendre compte qu'il y a un truc qui arrive et en fait, s'ils reconnaissent la musique, c'est quand même, ça fait partie un peu de nos références communes. Ils comprennent ce qui est en train de se passer. Et du coup, on s'est servi de la musique pour faire arriver quelque chose dans la partie. Et il y a plein de trucs comme ça sur lesquels on peut s'amuser. Et ça, c'est même pas forcément que dans la Land of the Dead. Hein. On peut s'en servir dans plein d'autres jeux, de toute façon. De faire par de la musique, par des sons, par de l'ambiance, Donc voilà, il y a plein de... Ça nous permet de raconter aussi plein de choses différentes. On peut raconter effectivement ce que les gens disent, ce que les gens font, aussi quelles sont leurs pensées intérieures. On peut s'amuser avec des petits bruitages. Moi j'aime bien quand il y a des fois des gens qui crient un peu comme Michael Jackson, ça me fait rire. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui a peur, qui fait voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça voilà. C'est un super outil pour s'amuser, quoi. On peut vraiment l'amener où on veut. Ok. Et du coup, comment on joue à La Land of the Dead? Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'une partie? Alors, c'est un jeu extrêmement classique dans le sens où il y a un maître du jeu ou une maîtresse du jeu. Il y a un MJ, ouais. Et puis des joueurs et des joueuses qui vont avoir chacun un personnage. Le personnage est décrit de façon très simple. La feuille de personnage, c'est une petite carte d'identité américaine sur lequel on a un portrait. Enfin, on peut mettre un portrait ou une petite description dans la case. On va mettre son nom. Je me rappelle même plus, tiens, je l'ai même plus sous le nez. Et voilà, nom, un signe particulier, puis son occupation, son métier, quoi, en gros. Ok. Et du coup, le personnage, il est fait en 10 secondes. Sauf si on n'a pas d'idée, ou ça peut prendre 3 jours, mais vous savez, voilà, ça prend le temps qu'il faut pour avoir une idée. Et sur un petit post-it ou un petit bout de papier, on va juste écrire un objet important, en tout cas qui est important pour lui, qui possède au début de la partie. Donc un objet, c'est au sens large, ça peut être un parapluie, ça peut être une voiture, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose qui pour lui qui est important. Comment ? Non, je parlais à mon objet. À ton chat ? Oui. Ton chat voulait être un objet. En tout cas, quelque chose qu'on possède au début qui est important pour nous. Et ça va être aussi important après dans la mécanique. Donc on a un personnage, chacun a un personnage. Et puis on a un maître du jeu qui va être là pour, comme dans tous les jeux, pouvoir raconter, plus ou moins transmettre les règles. Après, les règles sont assez simples. Il y a plein de petites aides de jeu qui sont imprimables, qu'on peut mettre sur la table de telle façon à ce que tout le monde ait les règles sous le nez. En fait, elles sont assez simples. Et puis, dedans, je propose 3 façons, en gros, de jouer. Enfin, 3, on va dire, scénario type, on va dire, qui correspondent un petit peu encore à mon écran qui s'éteint, c'est chiant. Qui correspondent un peu au canon des histoires de zombies. Il y a la chute, l'effondrement, c'est-à-dire c'est jouer le moment où les zombies apparaissent, c'est-à-dire que jusqu'à présent on le savait pas, un peu comme dans le début de certains films ou comme dans le début de certaines séries, où on va jouer notre vie normale et le moment où ça bascule. Et du coup ça marche tout seul, ça peut être pas mal pour faire des one-shots par exemple. C'est vraiment de jouer le moment de bascule et puis comment ces personnages ils vont se retrouver, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire, est-ce qu'ils vont fuir, est-ce qu'ils vont trouver un endroit pour résister, est-ce qu'ils vont chercher de l'aide. Donc là, ça va être aussi aux joueurs de pouvoir être moteur de quand ça se passe, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. La deuxième façon, c'est de jouer plus en mode un peu campagne,
pour jouer, on va dire, plus Walking Dead, quoi. C'est-à-dire qu'on va jouer une communauté de survivants, et puis de voir comment elle se développe sur le temps, où est-ce qu'ils trouvent à bouffer, quels sont les liens avec les communautés à côté, est-ce qu'il y a des menaces, et du coup de pouvoir jouer un peu en mode on va créer comme ça des liens, des menaces, peut-être des fronts, et pour pouvoir jouer un petit peu plus sur du long terme, sachant que vu que c'est des règles qui sont quand même assez expéditives et puis assez narratifs où l'histoire elle avance vite. En campagne, on va pas partir sur des campagnes de 2 ans, on va être sur des campagnes déjà en 5-6 séances de jeu. Je pense qu'on peut vraiment développer quelque chose d'intéressant. Et puis la troisième, c'est j'appelle ça la fuite, c'est de jouer vraiment déjà dans le feu de l'action. On a des gens qui se connaissent, c'est les derniers survivants d'une zone, d'une ville ou d'un endroit, du centre commercial. Et c'est le moment où vraiment faut partir, sinon on va tous crever, quoi. C'est soit il y a une horde de zombies qui est en train d'envahir le centre commercial, ou l'armée a prévenu qu'elle allait bombarder la ville pour mettre fin à la menace. En tout cas, on va jouer une fuite, on va jouer le moment où faut partir, sinon sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est 3 un peu archétypes de partie. Donc la fuite, ça marche bien aussi pour du one shot. Après on peut aussi les compiler, de faire une campagne en commençant par l'effondrement, après développer le monde d'après, et puis finir par une fuite. Voilà, du coup il suffit d'avoir un peu ne serait-ce que d'avoir un setting, sans forcément prévoir des scénarios très précis, et d'avoir un setting avec des lieux un peu typiques de l'endroit où les survivants, où les joueurs, les joueuses sont, avec ce qu'on peut y trouver, soit en termes de factions, en termes de PNJ, en termes de ressources, et de laisser un peu en guidant ou pas, suivant le type de table que vous avez. Il y a des joueurs des joueuses qui préfèrent être un peu guidées, puis il y en a d'autres qui vont vouloir être libres et d'aller chercher d'eux-mêmes. Donc pareil, ça c'est une chose qu'on peut définir ensemble. Est-ce que vraiment on va les laisser fouiller dans ce setting, ou est-ce qu'on va être obligé de mettre en place une petite trame? C'est des choses qu'on peut définir ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre j'ai mis un setting assez riche qui peut vraiment servir pour ces 3 types de jeux. Vraiment qu'on peut vraiment développer sur de la campagne ou sur du one shot, qui propose de jouer dans Hollywood. Du coup, toute une partie qui va de Hollywood, Beverly Hills jusqu'à l'océan. Donc on a une grande zone où il y a 12 lieux qui sont plutôt bien décrits. Il y a 5 factions, des PNJ, et voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser avec. Et puis pareil, du coup Marion, elle a fait la même chose pour le lycée. On peut jouer dans un collège américain. Donc j'ai un peu parlé de comment on y joue, j'ai pas du tout parlé de la mécanique. C'était ça que tu voulais que je parle aussi, ouais. T'as vu, mais c'est intéressant aussi. Rien à foutre, je fais ce que je veux, moi. Pose tes questions, je m'en fous, je dis ce que je veux. Voilà, maintenant, je t'inviterai et je ne parlerai plus. Tu présenteras ton jeu sans moi. Non, je t'interviewe. Pourquoi c'est pas toi qui présente mon jeu? Non, alors la mécanique, elle est extrêmement simple. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un personnage veut faire une action, enfin comme dans beaucoup de jeux, si c'est une action considérée comme dangereuse ou susceptible de rater ou importante dans l'histoire, enfin on va lancer les dés. Et du coup le joueur ou la joueuse qui doit faire cette action va rassembler une main de dés à 6 faces. Il va avoir un dé si il utilise son métier, son occupation. Ça va lui donner un dé. Par exemple, donnons un exemple simple. Je suis bibliothécaire. Tu es bibliothécaire et du coup tu sais te déplacer sans faire de bruit puisque tu supportes pas qu'il y ait du bruit dans ta bibliothèque. Je donne un exemple, et du coup tu veux te déplacer sans faire de bruit. J'ai des chaussons silencieux. Mais carrément. Ou alors t'as besoin d'avoir des connaissances, tu connais peut-être la ville comme ta poche, ou j'en sais rien, ou en plus. Bref, mais en tout cas tu te sers de ton métier, du coup t'as un dé. Si quelqu'un ou quelque chose t'aide, par exemple, donc ça peut être une aide d'un PNJ, d'un autre PJ ou de situation. Par exemple, tu veux observer ce qui arrive au loin, et puis tu me dis que puis ça se passe tout en haut d'un immeuble. Tu vas être aidé par le fait d'être en hauteur, donc tu auras un dé en plus. Ok. Et après,
les aides sont pas cumulables. Donc après, si t'es en hauteur et puis qu'il y a quelqu'un qui regarde avec toi, puis qu'en plus on te prête des jumelles, ça te fera pas 3D. C'est le fait d'être aidé, ça donne un dé. Si tu sacrifies l'objet, un des objets que tu as, c'est-à-dire que les objets vont t'aider à faire des choses, mais ils vont pas te donner de bonus mécanique. Par contre, quand tu le sacrifies, tu vas avoir un dé en plus, parce que c'est comme dans les films. C'est la dernière balle qui est dans le pistolet qui va tuer le méchant. C'est la dernière allumette qu'on va gratter sous la pluie qui va réussir à allumer la magie bâton de dynamite. C'est toujours quand vraiment c'est le dernier recours, enfin le dernier espoir que vraiment on fait quelque chose de mieux. Donc c'est la dernière utilisation de l'objet. Pour ça, si c'est un animal de compagnie, il faut que quand on crée, faut savoir qu'il nous rapportera un dé que s'il meurt. Oui, non, je ne te sacrifierai pas, t'inquiète pas. Donc voilà, j'ai eu une partie par exemple où il y avait un des joueurs qui était marchand de glace avec son petit camion de glace ambulant et il a fait une charge dans une horde de zombies. Il a eu un dé en plus parce qu'il nous a dit que son camion ne survivrait pas à la charge, quoi. Oh là là. Mais du coup, c'est lui qui a décidé que le camion serait pété. Et c'est bon. Et pourquoi on chante alors? Et ben c'est ça. On a aussi un dé en plus. On a aussi un dé en plus quand on chante. C'est vrai. Pour décrire ce qu'on fait ou pour décrire ce qu'on pense ou pour voilà, on a un dé en plus et on a encore un dé en plus si les paroles de la chanson sont appropriées à la situation. C'est-à-dire que si on fait juste tirer un pimpon sur le chihuahua, ça rapporte pas forcément de dé, quoi. Et par contre, si vraiment on fait l'effort, même si on invente les paroles, même si on prend une chanson et qu'on se trompe dans les paroles ou qu'il y a des moments où on fait du yaourt parce qu'on sait plus ce qui se raconte, c'est pas grave. Si on fait l'effort d'amener de la comédie musicale dans la scène, c'est-à-dire en chantant, avec des descriptions, on peut raconter aussi comment on danse, on peut parler des changements de lumière, on peut d'amener de la comédie musicale et en plus de façon appropriée, c'est-à-dire que vraiment ça raconte quelque chose dans la scène, et ben on peut avoir jusqu'à 2 dés en plus. C'est bien ça. Sachant que le métier ne sert pas tout le temps, son objet on le sacrifie qu'une fois et l'aide on l'a pas tout le temps non plus. Donc parfois on peut chanter tout le temps. Voilà, par contre on peut chanter tout le temps. Parfois chanter c'est les seuls dés qu'on a. Sachant qu'en plus on a des dés en moins, c'est-à-dire que quand on affronte un boss, on a un dé en moins. Et un boss dans le jeu, il y a 2 types d'adversité ou d'adversaires. C'est les sbires et les boss. En gros, si on reprend le vocabulaire cinématographique, s'il est crédité au générique, c'est un boss. Non, c'est un figurant, c'est un sbire. Donc il suffit qu'un zombie ait un chapeau et que c'est la 3e fois qu'on le voit pour que ça devienne un boss. Et évidemment, tous les PNJ qui ont un nom sont des boss. Donc on se souviendrait. On peut vite avoir des dés en moins. Après, on n'est pas obligé de mettre des zombies tout le temps et des méchants tout le temps. Hein. On a un dé en moins quand on est tout seul, parce qu'effectivement, c'est dans le genre de film, quand on va tout seul dans la cave alors que les autres ils voulaient pas y aller, en général on meurt. Donc quand on veut faire un truc tout seul dans son coin, on a un dé en moins. Et on a un dé en moins quand on a une marque. Une marque, c'est le système de blessure du jeu. Donc quand on a une marque, on a un dé en moins. Donc on peut aussi avoir des situations où on a carrément 3 dés en moins. Donc ça va être quand même important de sacrifier. C'est un jeu où on est en mode de survie contre des zombies. Hein. Sachant que, après, vous verrez Guillaume essaye d'être méchant, regardez. Les probabilités sont vraiment après plutôt à l'avantage des joueurs. D'accord. Et j'ai oublié, dans les dés qu'on a en plus aussi, comme on est dans un film américain, on a un dé en plus quand notre action vise à sauver un animal. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais le labrador tout seul face au danger. Chaton, t'entends ça? On te sauvera. Voilà. Ok. Voilà. Donc on a cet équilibre. Voilà, à chaque fois on compose sa main avec les dés qu'on a en plus et les dés qu'on a en moins. Ça va très vite. Moi, je suis plutôt, c'est dans les conseils que je donne dans le jeu. Moi, je suis partisan à pas chercher la petite bête. C'est-à-dire que si un joueur me dit, comme je suis bibliothécaire, je suis capable de jeter des livres à plus de 200 mètres. Écoute, si ça te fait plaisir, t'as ton dé en plus, moi, y a pas de problème. Le but, c'est qu'on s'amuse, qu'on raconte. Enfin voilà. Par exemple, dans la dernière partie qu'on a fait, Olshad a voulu gros biler à mort. Non, ils étaient c'est pas son genre. Sur des escalators avec un escalator qui montait, un escalator qui descendait. Et Olshad était dépanneur de photocopieuse.
Et il a dû sauter d'un escalator à l'autre parce qu'il y avait des zombies qui l'attendaient au-dessus. Et il nous a dit, ouais, mais j'ai un dé en plus parce que comme j'ai l'habitude de dépanner les photocopieuses, je suis pas très bon en truc, tout ce qui est mécanique avec des engrenages et machin, tout ça. Donc, j'arrive bien à voir comment les deux escalators sont coordonnés l'un par rapport à l'autre pour pouvoir sauter sans me planter. Voilà. Eh ben, écoute, si ça te fait plaisir, t'as un dé en plus. Et l'énergie qu'il a mis pour trouver une explication valait bien un dé. Et puis, ça nous a tous fait rire. Donc, voilà. Moi, ça m'amuse. Enfin, voilà. Et pareil pour les chansons. Si les joueurs décident que en fait les paroles sont appropriées parce que ça raconte ça et tout ça, il n'y a pas de souci. Le but c'est vraiment qu'on s'amuse à être dans le genre, encore une fois, à créer cette comédie musicale de zombies. Donc on a tous nos dés. En moyenne, on a 1, 2 ou 3 dés. Ça tourne plutôt autour de ça. 3, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment bien. 1, c'est vraiment pourri. Et quand on a 0 dés, ça peut arriver. Quand on a 0 dés, on considère qu'on a fait un échec critique et puis c'est tout. Du coup, en général... la dépression. Aucune chance. En général, quoi. on s'en sort pas. Aucune chance, voilà. Et du coup, il y a des fois, on peut se retrouver dans une situation où on n'a aucune chance, mais on le sait. On le sait qu'on n'a aucune chance et puis on peut autant toujours se dire, en beauté, finalement, soit je pars en beauté, soit finalement j'y vais pas. Parce que il y a quand même, la plupart du temps, c'est les joueurs qui décident d'aller faire quelque chose. Alors des fois, les choses leur tombent dessus, mais il y a plein de fois où ils décident, je vais aller affronter dans une dernière partie, ils avaient réussi à piquer un bateau. Les clés du bateau étaient sur le zombie du capitaine. Et il y a un des joueurs qui a décidé, il savait qu'il s'en sortirait pas parce qu'il était déjà blessé et tout ça. Il a décidé quand même, tant pis, sauter par-dessus le parapet avec le capitaine pour que les autres puissent partir avec le bateau. C'est beau. Mais c'est lui qui l'a décidé. C'est fait en connaissance de cause. On est en plus complètement dans le thème. On sait que tout le monde ne survivra pas forcément. Donc c'est vraiment des choses qui sont... Et puis c'est chouette quand c'est décidé par le joueur. Enfin, quand c'est vraiment des choses qui sont... Même faire certains jets de dés dans des situations dangereuses. Quand on n'a qu'un dé, on sait que ça peut très mal se passer. Mais le but, c'est que tout soit fait en connaissance de cause. C'est un jeu qui peut être très mortel. Mais les joueurs savent toujours quand ils risquent d'y passer ou pas. Il y a pas de mauvaise surprise. C'était Olchat qui nous a fait une mort héroïque avec le capitaine. Encore. Ah là là. Du coup, vaut mieux se préparer à s'imaginer partir en beauté plutôt que d'être un super-héros, quoi. Après, il y a des choix qu'on peut faire dans le jeu. Je reparlerai après de ces mécaniques-là. Du coup, quand on a tous nos dés, on va jeter nos dés à 6 faces. Et on va juste prendre en compte le meilleur résultat, donc le score le plus grand. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on lance 3 dés, on a quand même beaucoup de chances de faire des grands scores. Voilà, c'est mal me connaître. Ouais. Je me demande si... J'ai très peur. Mikado nous a pas fait un triple 1 d'ailleurs, sur cette partie-là. Je pensais à un triple 1 là. Et on va regarder le plus grand résultat. Si on a fait 1 ou 2, c'est considéré comme un échec critique. En fait, c'est une catastrophe. Et c'est le MJ qui raconte. Donc en fait, ça se passe très mal. Vous risquez de mourir. Ça va vraiment très mal se passer. En fonction de la situation, on verra. Voilà, il se passe quelque chose de très très mauvais. C'est le MJ qui choisit et qui raconte. Si on fait 3 ou 4, c'est un échec également. Mais il va être atténué parce que c'est le joueur ou la joueuse qui a entrepris l'action qui va raconter l'échec. Et du coup, sauf si on a envie de mettre fin à la partie, on va plutôt faire en sorte que ça se passe mal, mais qu'on s'en sorte, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est 1 et 2, ça se passe mal et c'est le MJ qui raconte. 3 et 4, ça se passe mal, mais c'est le joueur qui raconte. 5, ça se passe bien, c'est une réussite, mais c'est le MJ qui raconte. Donc il pourra atténuer, amener quelques complications, mais en tout cas, c'est quand même une réussite. En tout cas, ça va dans le sens de ce que voulaient faire les joueurs. Ok. Et 6, c'est une réussite racontée par les joueurs, donc ils peuvent vraiment y aller à fond. De la même façon qu'ils peuvent mourir sur un jet de dés, il y a aucun ennemi qui leur résiste sur un 6. Donc s'il y a des combats, ils sont expéditifs, il n'y a pas de tour de combat qui dure des heures, c'est-à-dire que les combats,
quel que soit l'ennemi, sur un 6 il est mort, sur un il vous tue, quoi. En gros. Après, il y a des petites mécaniques qui pourront changer un petit peu la donne, mais voilà, on est sur des choses très expéditives, très rapides, et avec cette mécanique qui fait que la réussite partielle ou l'échec partiel, enfin, en gros, on va juste être sur de la réussite racontée par le MJ, de la réussite racontée par les joueurs, ou de l'échec raconté par le MJ, ou de l'échec raconté par les joueurs. Il va amener aussi pas mal de narration partagée, et qui va permettre aussi aux joueurs d'être aussi assez moteurs sur le déroulement de la partie. Et oui, j'ai l'impression que c'est quand même dur de réussir dans ton jeu. J'ai très peur. Non, parce que du coup, grâce au magnifique calcul de Jonathan, quand on a qu'un seul dé, on va être sur du 70% d'échec, 30% de réussite. Avec 2 dés, on est déjà sur du 50-50, et avec 3 dés, on est du 70% de réussite, 30% d'échec. En théorie, on n'est jamais à l'abri de faire un triple 1 avec 3 dés. Noir. Voilà. Évidemment, moi j'ai fait une partie, le premier playtest où j'ai commencé un peu à douter, on a fait une partie, ils ont fait que des 6. Quel que soit le nombre de jets de dés qu'ils lançaient, sur tous les jets de dés, ils ont fait que des 6. En fait, on a fait une partie où c'était une apocalypse zombie qui était à peu près aussi dangereuse que une promenade à la campagne dans un champ de pâquerettes, quoi. Écoute, du coup on a chanté des chansons. Mais c'était pipé dans le dé ou on en parle? Là que Jonathan s'y a fait les calculs de probabilité pour être sûr que est-ce que ça venait du jeu ou est-ce que là c'était vraiment exceptionnel. Non, là c'était exceptionnel. Parce que d'ici c'était vraiment exceptionnel, quoi. Mais du coup, voilà, ça s'équilibre quand même plutôt bien. On reste, pareil, la narration entre le MJ et les joueurs s'équilibre aussi. Les joueurs ont quand même souvent la parole, donc c'est ce qui est assez intéressant. Vu qu'ils doivent chanter, c'est important. Ouais. Et puis après on a d'autres petites mécaniques. Du coup, tu vois, les lancers de dés sont quand même simples, hein. C'est-à-dire qu'on calcule très vite pour savoir combien on a de dés, on garde le plus grand résultat et on a cette petite table qui fait, on sait qui raconte et est-ce qu'il raconte un échec ou une réussite. Donc ça va assez vite. Il y a quelques exemples pour le MJ, pour les dés, de qu'est-ce que peut être un échec. C'est pas forcément une blessure ou la mort, quoi. Ça peut être une situation qui dérape, ça peut être une perte d'équipement, ça peut être voilà. Donc il y a un peu comme on peut retrouver des fois sur les 6 mois de PBTA des exemples de comment un peu interpréter un échec. Et puis après on va rajouter à ça quelques petites règles pour encore une fois émuler à mon avis les films de zombies. Il y a ce que j'appelle les marques, donc du coup les blessures et puis des états qu'on peut avoir. C'est un jeu où on peut pas obligatoirement en zombie quand on est griffé. Non, pas forcément, parce que du coup, on peut se blesser, on peut se tordre la cheville, il y a pas mal de types de blessures qu'on peut avoir. Toujours est-il que quand on a une blessure, vu qu'on est dans le feu de l'action, c'est une blessure, elle nous suivra tout le temps. C'est-à-dire que quand on a une blessure, on va va pas l'écrire au crayon de papier, on l'écrire en rouge sur sa feuille de personnage, ça va rester. Si j'ai le bras pété, j'ai le bras pété jusqu'à la fin, quoi. Si j'étais mordu par un zombie, je suis mordu. Enfin, voilà, on a les marques, elles nous suivent, ce qui fait qu'après, qui est considéré comme blessure, ça peut être aussi une blessure émotionnelle. Enfin, il y a suivant ce qui se passe. Comme je vous le disais, quand on a une marque, après on a toujours un dé de moins à ces jets de dés. Donc où il y a ce côté, elle nous suit et puis ça va être pour nous, ça va être plus dur jusqu'à la fin. En marque spéciale, il y a mordu. Effectivement, quand on est mordu par un zombie, c'est une marque spéciale qui fait qu'il va y avoir un petit changement sur la façon de mourir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mordu, le premier échec, quelle que soit la situation, même dans une situation anodine, et le premier échec, c'est-à-dire 1, 2, mais aussi 3 ou 4, on meurt en se transformant. Donc à partir du moment où on est mordu, on peut mourir très très vite. Et ce qui va donner lieu à une scène spéciale, c'est-à-dire quand on meurt en étant mordu, le temps s'arrête et on va pouvoir jouer la scène où on se transforme avec les autres. C'est une vraie scène de drama. Et les joueurs peuvent prendre le temps qu'ils veulent
pour jouer ce dialogue, pour dire au revoir à ce personnage-là. Ils ont la main sur la façon dont ils vont se parler, dont ça va se passer. Ça peut être en laissant le personnage seul. J'ai eu une partie où ils l'ont laissé seul sur la plage de Venice Beach, où il a pu raconter qu'il a réussi à voir le coucher du soleil juste avant de se transformer. Enfin voilà, le personnage est condamné, mais les joueurs ont toute la liberté de jouer cette scène en drama comme ils le souhaitent. Après, on peut avoir 2 autres marques qui sont au choix des joueurs. On a une marque qui s'appelle Héros. C'est à n'importe quel moment de la partie, mais une seule fois par partie pour tous les joueurs. Il peut y avoir qu'un héros dans une partie. Un joueur peut décider, quand un autre joueur fait un échec, peut décider de prendre les conséquences à sa place. Par exemple, toi, t'as un zombie qui va arriver pour te mordre. Tu devais t'échapper, t'as fait un 1, ton lancer de dés, du coup, logiquement, t'es morte. Et ben moi, je peux décider de me comporter comme un héros. Et du coup, je prends l'échec à ta place. Mais comme je suis un héros, je prends aussi la narration, donc c'est moi qui vais raconter ce qui se passe. Donc je peux, voilà. Donc je t'ai sauvé, je suis pas forcément mort, parce que c'est moi qui ai la narration, c'est comme si j'avais fait un échec partiel. Et il y aura écrit héros sur ma feuille de personnage, je vais écrire ça va me suivre tout le long. Donc aussi maintenant que je suis un héros, je suis un peu ciblé par les scénaristes. Donc c'est un peu comme une blessure, je peux mourir aussi à tout moment. Tu vas attirer l'attention. Et c'est ça. Et par contre, quand un héros il meurt, c'est ce qui nous a fait Olshad dans la dernière partie. Quand un héros il meurt, c'est pas le MJ qui raconte, c'est le héros lui-même qui raconte ce qu'il fait et qui raconte exactement comment ça va se passer. Donc il peut emmener le capitaine par-dessus bord avec lui, il peut faire une action vraiment d'éclat pour mourir en héros et sauver tout le monde, enfin briller, être vraiment sous les feux du projecteur. Il y a une autre action qui est l'exact opposé, qui est lâche. On peut choisir à un moment, une seule fois dans la partie, pour une seule personne. Quand il y aura un lâche, il n'y en aura pas d'autre. C'est quand quelqu'un fait un échec, il peut décider que c'est pas lui qui a les conséquences de cet échec, c'est quelqu'un d'autre. C'est la personne qui est là, par exemple. Et du coup, lui raconter comment il lui a fait un croche-patte et que c'est elle qui s'est fait choper à sa place, quoi. Par contre, il y aura écrit lâche, en gros, sur sa feuille de personnage, et ça ne le quittera plus. Et les spectateurs n'auront qu'une envie, c'est qu'il la prochaine échec qu'il va faire, il va mourir. Tu m'étonnes. Et là, quand on meurt en ayant l'étiquette lâche, la marque lâche, faut pas s'attendre à que ça soit glorieux. C'est le MJ on va raconter comment sa mort est nulle, gratuite, pathétique, et ne servira absolument à rien. Et qu'il va mourir comme le gros lâche qu'il a été, quoi. Il y a eu beaucoup de lâches. Non, il n'y en a pas eu encore. Il y a eu un héros, mais il n'y a pas eu encore de lâche. Après, je pense que sur de la campagne, il peut plus y en avoir sur du one-shot, ça va vite. Mais sur de la campagne, il peut vraiment, quand on commence à tenir assis à son personnage, on peut plus facilement être tenté à un moment de dire tant pis, quoi. Je t'ai fait tomber. Et puis après, sauf si vraiment on veut aussi s'amuser avec ça, parce que ça fait vraiment en plus, encore une fois, partie des codes de ce genre de film. Toujours un connard. Et puis après, quand on a fait ce choix-là, on sait que notre personnage il finira comme une grosse cacate, quoi. Mais on l'a choisi, on l'a voulu. Donc c'est pas non plus comme si on vraiment le subissait, puisque c'est quelque chose qu'on a amené dans l'histoire, quoi. Donc voilà, on a ces petits outils qui vont nous permettre aussi à pouvoir ramener aussi des petites scènes qui correspondent aussi au code de films de zombies. Et de s'amuser avec ça. Donc ça, c'est encore des choses aussi qui vont amener des façons de mourir différentes ou des choses qui vont nous suivre et qui racontent aussi que nos actes ils nous suivent, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, pour finir dans la dernière mécanique, je parle beaucoup. Hein. Comme ça, en plus, vous avez tout besoin d'acheter le jeu. Vous avez besoin d'acheter le jeu, vous repasserez les moments clés à qui elle fera des petits liens comme ça dans le. Après, vous aurez directement tous les points de règle. Et du coup, quand on joue en campagne, là, il y a un système du coup d'évolution d'XP qui est pareil, qui est très simple, hein, comme le jeu est très simple. Les règles sont assez simples, c'est que simplement entre deux parties, on peut choisir soit de récupérer d'une de nos marques, c'est-à-dire que là, pour le coup, on peut guérir. On peut même décider de ne plus être le héros si on veut s'enlever son étiquette et dire il s'est passé tellement de temps que je suis revenu, on a arrêté de me dire bravo, retombé, ou alors on peut enlever l'âge parce que pareil, c'est passé suffisamment de temps, j'ai aussi rendu des services, a priori on m'a pardonné. Donc peut enlever
Est-ce que si on a la marque lâche, on peut devenir héros à un moment? Oui. Et du coup, ça nous l'enlève. Et de la même façon, si on est héros, on peut se comporter comme un lâche et ça nous enlève, elle s'annule, quoi. C'est plus 1 moins 1, ça fait 0. Ok. Oui, tu as le... Vas-y. Et puis, du coup, les 3 trucs qu'on peut faire entre d'XP, voilà, quand on peut passer de niveau, enfin quand on évolue, c'est soit d'enlever une de nos marques, soit de récupérer un objet en plus qu'on pourra sacrifier dans notre partie, parce que peut-être qu'on a réparé un de nos objets, ou parce qu'on a, en faisant des fouilles, trouvé un truc qui pourrait nous être utile, ou développer une nouvelle compétence. Donc on mettra comme son occupation qu'on a eu au départ, là son métier, lui rajouter une compétence qui est logique avec ce qu'on a fait dans la partie précédente. C'est juste limité après en nombre de compétences pour qu'on n'en ait pas 72, mais voilà, ça permet de faire évoluer un petit peu le personnage et puis d'avoir de revenir un petit peu à niveau, soit de devenir un petit peu plus balèze pour les parties suivantes. D'accord. Comment ça se représente de devenir plus balèze pour les parties suivantes? Et développer une nouvelle compétence, ça donne plus de possibilités d'avoir un dé en plus. Que par exemple, quand t'étais dépanneur photocopieuse et que t'avais une super maîtrise des escalators, si après t'as pris navigation parce que t'as piqué un bateau et t'as foutu le zombie du capitaine par-dessus la flotte, dans la prochaine partie, tu pourras à la fois avoir un dé quand tu fais du réparage, des réparations et tout ça, et aussi un dé en plus si jamais tu dois piloter un bateau ou etc. Du coup, ça t'as plus de possibilités pour avoir un dé en plus. Ok. Un peu comme quand tu développes une nouvelle compétence, dans beaucoup de jeux. C'est de l'expérience, par exemple. Voilà, tout à fait. Ok. Ça peut être une connaissance, une compétence. Voilà. Ouais. Tu as répondu à mes questions sans que j'ai besoin de les poser. C'est fabuleux. Je suis inutile quand tu es là. Non. C'était quoi? Tu voulais me poser des questions sur la progression et tout ça? Non, je te relirai les questions plus tard, tu comprendras. Quel conseil tu donnerais à MJ ou même aux joueurs là pour gérer les moments musicaux et les intégrer de manière fluide dans la partie? Est-ce qu'il faut apprendre des chansons? Est-ce que quoi? Là... Comment on se met dans le mood là? C'est difficile de donner des conseils là-dessus parce que dans toutes les parties que j'ai faites, il y a plein de gens qui fonctionnent différemment. J'ai des amis qui se sont préparés des listes de chansons qu'ils ont essayé d'utiliser, même s'il y en a qui n'utilisaient pas, d'autres qui ont cherché pour qui s'étaient préparé une petite deux, 3 petites chansons. On peut même d'ailleurs se préparer pour ceux qui ont vraiment peur de chanter, qui ont vraiment pas envie de chanter. Pourquoi pas se préparer une petite playlist sur YouTube et puis la diffuser. Enfin, rien ne n'empêche. Le but c'est de faire de la comédie musicale. Rien n'empêche de diffuser aussi de la vraie musique. Il y a d'autres qui aimaient beaucoup improviser et qui ont improvisé des paroles sur des airs connus. Et pour ça, les airs de Jacques Demy, enfin, tu vois, les Demoiselles de Rochefort et tout ça, ça va tout seul, hein. Il y a des trucs qui vont tout seul pour improviser des chansons, des paroles un peu comme on veut. Et puis, et puis je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment de s'amuser, c'est de pas juger, quoi. Le but, c'est pas de écouter les autres, écouter comme ils sont contents quand vous chantez, même si vous chantez bien et mal, parce qu'en fait, ça fait du bien de chanter, ça fait du bien dans toutes les parties que j'ai faites, il y a toujours un moment où on commence, on est un peu timide, et puis que ça se lâche un peu, qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on est tous plus ou moins égaux, qu'il y en a qui chantent peut-être un petit peu mieux que d'autres, mais en fait, on n'est pas, enfin, voilà, on fait du jeu de rôle, on n'est pas à un concert, quoi. Et qu'en fait, quand on a tous accepté qu'on s'amuse, qu'on est tous contents d'entendre les autres, et que ça apporte à la partie, quelle que soit la façon dont on chante, on se lâche, et puis à la fin, on finit, on a tous la banane. Hey. Après, s'il y a des gens qui veulent jouer vraiment en mode performance et qui pourquoi pas, hein. Moi j'ai pas le niveau pour ça. Je suis pas chanteur. Ça peut être super intéressant, hein. Ça peut être chouette, et puis ça peut être super que dans un groupe sur une table, il y a un joueur ou une joueuse qui soit très bon chanteur ou chanteuse et qui va vraiment parce que c'est hyper agréable d'entendre les autres. Et moi je serais hyper content qu'il y ait quelqu'un qui chante très bien, mais
Après qu'on chante mal, qu'on pourrisse les paroles, faut juste se faire plaisir, quoi. Et puis être dans le moment. C'est-à-dire que même si juste avant on a chanté comme une casserole, bah c'est pas grave et puis on passe à la suite. Et puis en général, si on joue avec des gens bienveillants, je pense qu'en fait tout le monde sera content, quoi. Tout à fait. Pour le MJ, ça peut être pas mal. Aussi de prévoir peut-être une chanson, une ou deux chansons par PNJ, pour dire un peu comme un... Sois pas les seuls à chanter. Bah le MJ, moi, il chante autant, il y a pas de raison. C'est vrai. Bah, faut bien donner l'exemple. C'est vrai. Moi, j'aime bien être le premier à tu vois, juste par des petits sons, par des petits bouts de chansons, pour dire, enfin, on est tous à égalité. Enfin, le MJ est un joueur comme les autres, hein. Sauf qu'il ne mourra pas. C'est pas juste. Non. Mais de se préparer peut-être une petite liste de chansons ou de petites lignes musicales qui vont avec certains certains PNJ, ça peut être ou avec certaines situations ou pas, ou se laisser complètement aller à l'impro. Enfin moi j'aime bien avoir une ou deux chansons sous le coude au cas où. Et puis en fait, je me rends compte que je m'en sers jamais, qu'à chaque fois je fais des impros pourris. Voilà. Et mais c'est pas grave. Spontané. On va passer sur le conseil anecdote. Sauf si tu as encore des choses à rajouter sur comment on joue. S'il y a des questions dans le chat, j'ai vu tout à l'heure que Onyx Fan disait que c'était comme ça qu'il aimerait jouer à Candela Obscura. Alors Candela Obscura, est-ce que c'est celui avec les bougies qui s'éteignent? Je me rappelle plus. Je crois, mais je t'avoue que je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire un oui ferme. Et Anita nous dit qu'elle a fait partie d'une troupe de comédie musicale pendant 10 ans. Je compte bien chanter pour ma partie à venir. Ah là là, mais tu veux pas venir faire ma doublure voix pendant la paix la semaine prochaine? Ah non. Non, c'est le système de CR. Ok, bon. Guillaume. Oui. C'est quoi la question? On en est où? Pardon. Non, je parlais à Ranita, mais du coup, Onyx. Oui, j'ai vu le système de CR, voilà. Du coup. Seuls les 6 sont de réussite. Ah oui, c'est ça. Ok. Et ouais, ok. Et après, moi, effectivement, ce que j'aime bien notamment, c'est vraiment de partager, de donner une mécanique qui fait du partage narratif, du coup, qu'il y ait des réussites qui soient racontées par les joueurs et des échecs. C'est déjà ce que j'avais mis dans Nuit, mais c'est ce qui était traité un petit peu différemment. Mais dans Nuit, les joueurs, quand ils font une réussite, il y a un système de jetons, d'économie de jetons, et les joueurs, quand ils font une réussite ou quand ils font un échec, ils ont toujours le choix de savoir si c'est le MJ qui raconte ou si c'est eux. Et du coup, quand ils vont pour perdre un jeton, ils peuvent décider de le garder, mais que ce soit le MJ qui raconte ou de le défausser, et que ce soit eux qui racontent. Donc il y a aussi toujours ce fait de jouer sur ce passage de narration, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Je me rends compte que j'ai fait une phrase sans point à la fin. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, les points c'est surfait. Quel conseil tu donnerais pour bien s'imprégner dans l'univers et l'ambiance de La La Land of the Dead? Qu'est-ce que je dois faire pour la semaine prochaine pour me préparer? Je sais pas. Regarder l'épisode musical de Buffy. Bon, c'est bien. Ok. De se rendre compte que parce que il est vraiment exemplaire en fait dans la façon dont on va. En plus, c'est un épisode de série, c'est-à-dire que c'est pas un film sur un temps très court. Comment on va raconter des choses hyper importantes dans l'histoire à l'aide de chansons, mais aussi des choses anecdotiques. C'est-à-dire que dans l'épisode de Buffy, il y a les moments où ils se mettent le cœur à nu, comme la chanson de Spike, où il fait sa chanson, où, à quel point il aime Buffy, voilà, qu'il a plus de cœur et machin. Et puis on a une chanson sur une dame qui se prend un PV et qui explique aux policiers qu'elle avait pas de temps pour se garer et puis qu'en plus aujourd'hui elle a pas mis de culotte, je crois. Il y a un truc comme ça dans les paroles. Une chanson sur
un pressing où ils ont réussi à enlever la tache de moutarde sur les habits. Enfin, il y a des chansons, il y a des thèmes récurrents et puis des chansons qui se mélangent. Il y a le thème de Giles avec le thème de Tara, qui a un moment qui se mélange. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser la chanson et puis de la danse. Et du coup, je trouve qu'il est vraiment exemplaire sur la façon dont on peut utiliser la comédie musicale dans un autre type de fiction, dans tout type de fiction, et puis sans forcément dénaturer la fiction et l'histoire. Là, il y a l'excuse du démon qui fait qu'il y a un démon du chant et machin tout ça, mais je trouve que ça peut être une très bonne façon de se préparer si on a besoin de se préparer. Et puis sinon, moi c'est ce que je fais depuis que j'ai écrit le jeu. Comme j'écoute beaucoup de musique maintenant, j'écoute vraiment les paroles en me disant ça je pourrais le caser à un moment. Puis ça, tiens, il y a un PNJ qui pourrait dire ça. Voilà, il y a aussi un truc après qui devient un peu monomaniaque, qui te suit partout. Ok. Et t'entends toutes les chansons comme un dialogue de jeu de rôle, quoi. Ah là là. Tu as beaucoup parlé de la partie où il y avait Olshad. Est-ce que tu peux nous partager une session de jeu mémorable ou une autre anecdote amusante? Alors, quelque chose de mémorable, parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est pas tant de la qualité de la partie, tout ça, c'est pas le but de comparer les parties. Mais Marion Amar, qui a fait le setting pour jouer dans un lycée, je lui ai demandé du coup de me le faire jouer. Et elle a maîtrisé une partie où j'ai pu être joueur. Et c'est la première fois que j'ai pu être joueur à un des jeux que j'ai écrits. Non. Parce qu'en général, du coup, les jeux que j'écris quand je les fais jouer, je suis MJ parce que les gens ont envie de jouer avec l'auteur ou parce que tu vois. Bah oui. Et après, il y a des jeux sans MJ, mais là, les veilleuses, j'ai jamais été veilleuse. Sonia et Conan, c'est différent, mais Sonia et Conan contre les ninjas, j'ai dû faire plus d'une 50aine de parties, si c'est pas plus, j'ai jamais été barbare. Et là, du coup, pour une fois, c'est la première fois que j'ai pu être joueur à un de mes jeux. Et Marion m'a dit qu'elle était assez intimidée parce que ça doit pas être facile de faire jouer, voilà, et puis d'oublier que c'est l'auteur que t'as en face. Par contre, je l'ai rassurée parce que moi, je suis pas là pour juger sa façon de jouer, puis même elle peut massacrer mes règles. Enfin, c'est elle qui propose la partie. Moi, j'ai rien à en redire. Elle la propose bien comme elle le souhaite, quoi. Mais c'est un super cadeau qu'elle m'a fait de pouvoir être de l'autre côté, d'être juste joueur. Parce que moi, j'ai écrit des jeux, pas encore une fois sans prétention, et j'ai écrit juste des jeux parce que j'ai envie d'y jouer. Et puis au final, j'ai fait jouer beaucoup. Mais je suis jamais en position de joueur. Et là, voilà, elle m'a fait ce cadeau magique. Elle a super bien fait. La partie était chouette. On s'est marré. C'était très sympa. Et du coup, voilà, c'est vraiment un super cadeau. C'est chouette. C'est quoi ton élément préféré dans La La Land of the Dead? Au risque d'être prétentieux, je suis assez content de mes illustrations. Quoi, c'est même pas une mécanique ou un truc, non, c'est les illustrations. Mais en fait, outre le fait qu'elles font rire ma femme, elles me font rire aussi. Je me faisais rire tout seul en les faisant. J'en suis assez content. Et elles servent aussi un peu à illustrer un peu les règles de façon rigolote. À chaque fois, il y a un petit commentaire un peu rigolo qui va avec. Et je trouve qu'elle raconte aussi vachement ce que peut être le jeu. Enfin, de tout ce qu'on peut se permettre. Enfin, il y a une illustration où on voit Jane Kelly et Ginger Rogers avec des katanas. On voit comment il s'appelle, John Travolta dans Grise en zombie. Enfin, il y a plein de trucs qui racontent un peu voilà ce qu'on peut trouver dans le jeu. Et puis si après la mécanique après est-ce qu'il y a un truc que j'aime plus que d'autres? Je sais pas. Je suis content d'avoir été jusqu'au bout du truc et d'avoir fait la règle la plus anecdotique du monde, qui est que t'as un dé en plus quand tu sauves un chien, quoi. C'est un chien, pas un chat? Non, n'importe quel animal, oui. Voilà, mais du coup, à la fois c'est complètement anecdotique, à la fois c'est génial quand ça arrive en jeu, et en plus c'est clairement dans le ton des fictions que tu émules. Et du coup, je trouve, voilà, ça me fait rire aussi.
Et puis je pense que le setting d'Hollywood il est chouette parce que j'ai vraiment creusé le truc. Ma femme pour le coup m'a quand même un peu aidé parce que on a été chercher des trucs aussi sur des sites américains pour avoir aussi des endroits. Il y a des endroits un peu touristiques, mais il y a aussi d'autres trucs. Je vais pas tout dévoiler, mais notamment il y a des choses. Il y a le cimetière d'Hollywood. Je pouvais pas ne pas passer à côté quand on est dans un jeu de zombies. Et en regardant qui avait enterré dans le cimetière pour voir quel type de zombie il pouvait y avoir, j'ai rendu compte que jamais je n'aurais imaginé ça, mais il y a la tombe de Jodassin. Bon, il est enterré à Hollywood. Il est là-bas? Eh ouais. Et du coup, depuis, j'arrête pas de m'imaginer une horde de zombies menée par Jodassin qui est en zombie qui attaque en faisant des aïe et ça me fait beaucoup rire. Voilà, il y a plein de petites un peu de perles qu'on a trouvées par exemple il y a un lieu, il y a un studio de musique qui s'appelle Epitaph Record, et du coup comme l'épitaphe c'est ce qu'il y a écrit sur les tombes, je me trouvais que c'était sympa de mettre aussi de servir un peu de tout ce qui est un peu dans le thème pour nourrir ce setting à Hollywood. Donc il y a pas mal de petits trucs un peu rigolos, clin d'œil, et puis en même temps intéressant en termes de jeu quoi. Il y a un centre commercial, il y a un hôpital, il y a plein de trucs qui sont exploitables. Il y a 5 factions qui sont aussi intéressantes à rencontrer. Voilà, je pense que le setting, il y a vraiment matière à jeu dedans. Je pense que j'ai l'impression. L'ensemble a un moyen. Après, ça va être encore une fois, je vais avoir l'impression d'être hyper prétentieux en disant, mais en fait, dans mon jeu, tout est bien, mais. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre personnellement. La phase, ce qui est un peu logique, mais c'est que le jeu, une fois que je le livre, c'est qu'en fait, il me convient. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui m'iraient pas, je continuerai à travailler dessus. Donc là, forcément, là au jour d'aujourd'hui, j'aime pas cette expression, mais ce qu'il y a dans le jeu, ça me plaît. Sinon, je l'aurais pas mis. J'aurais pas osé demander à des gens de payer pour l'avoir, quoi. Et puis après, moi, je suis effectivement, je suis à l'écoute de tous les retours. Je suis assez conscient du fait qu'il plaira pas forcément à tout le monde. On peut pas, hein. Non, mais tant mieux en fait, parce que ça veut dire qu'il a. Si ça plaît pas à tout le monde, c'est qu'il a une identité propre et puis qu'il a une vraie singularité. Et c'est plutôt un compliment en fait. Et je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui l'aiment, que des gens qui l'aiment pas, qu'il y a des gens qui ont envie d'y jouer, d'autres non, et peut-être qui ça fait peur. Voilà, c'est bien que tout le monde se fasse sa propre idée. C'est fait pour ça en fait. Comme toute création, comme une chanson, un film, une pièce de théâtre, un dessin. Tout. En tout cas, c'est le meilleur jeu de zombies que j'ai écrit cette année. Il n'y en a pas eu d'autres. Lecture du jeu. Où est-ce qu'on peut trouver La La Land of the Dead et acheter le jeu? Juste sur ta page Itch.io ou alors on peut le trouver sur Itch.io, on peut le trouver sur Lulu. Sur la page Itch.io, il y a le lien pour Lulu pour le prendre en impression à la demande. On peut le trouver chez moi parce que j'en ai quelques-uns. C'est vrai à quoi il ressemble? Fais voir. Je suis relou. Non, parce qu'ils sont dans. On saura pas dans quoi ils sont. Je ne t'entends plus. J'aurais pas dû lui demander de montrer le jeu. Ah là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as débranché ton casque. Je ne sais pas. Bon. De toute façon, on était sur la fin. Voilà, c'est ma faute. On a perdu Guillaume. Ah là là. Je suis une vilaine fille. Il continue à parler. Discord. Dans la file d'attente. Attention. Te revoilà? Non, je ne t'entends toujours pas. Là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on m'entend dans le live maintenant? Oui, maintenant aussi, oui. Ok, très bien. Si je t'entends, ils t'entendent. Très bien. Et du coup, le livre, il est comme ça. Il est tout mignon. Ouais. Comment faut que je me mette? Un peu plus dans le centre. Ah, comme ça, devant ma tête. Je coupe le son. Oui, c'est ça, ouais, Anita. C'est ça. Et moi, j'étais en train de crier derrière. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Tu vois. Hop. Derrière, il est comme ça. Oui. Et à l'intérieur?
sur le côté, il est comme ça. On voit pas très bien la tranche. Ouais, à l'intérieur, du coup, à l'intérieur, c'est assez simple, en noir et blanc, écrit assez gros. Merde, écrit assez gros. Oui, vers le centre, c'est mieux. Voilà. Avec quelques illustrations comme ça, pleine page en noir et blanc. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est les Demoiselles de Rochefort avec des pistolets mitrailleurs, avec une petite légende où il y a écrit oh non, Françoise et Catherine ont créé le même personnage. Que c'est parce que c'est des jumelles. Ouais, je fais tout seul. Ok. Donc voilà, et puis le setting avec notamment un plan de Los Angeles, enfin de Hollywood jusqu'à la mer, plus les 12 lieux, et puis après les portraits des PNJ, de quelques PNJ des factions. Donc voilà, on a 65 pages à peu près, si je ne me trompe pas, et 64, puisque la dernière, en fait, il y a juste le code barre. C'est important, le code barre. Ouais. Et pour la modique somme de 15 balles, le livre, le PDF, il est à 5 €. Et puis, on le trouve dans certaines boutiques. Alors, il y a la librairie Oumpapoum à Paris qui en a. Il y a le Monde en Jeu à Villeurbanne qui en a aussi. Et là, il y a Philibert qui vient de me passer une commande. Ils les ont pas encore su, mais ils en auront quelques-uns aussi. C'est chouette. Voilà. Et puis, du coup, pour tous ceux qui habitent dans la région de Lyon, peuvent aller à la boutique du Monde en Jeu ou alors voir directement avec moi. Et puis, j'en aurai avec moi à Octogone au mois d'octobre. Mais je pense que comme d'ici là, vous en aurez déjà tous acheté pour vous et vos amis. Bah oui, forcément. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'Octogone, est-ce qu'il y a d'autres conventions et d'événements que tu as prévu ou tu as prévu d'assister? Non. Non, seulement malheureusement Octogone. Non. Ouais, parce que ça me coûte trop cher. J'ai pas les sous de. J'ai fait les intergalactiques parce que c'est à Lyon et puis que je suis invité tous les ans. Alors c'est pas un salon de jeu de rôle, c'est un salon de science-fiction, mais il y a un petit pôle jeu de rôle depuis 5 ans maintenant. Où notamment depuis là c'est la 2e année, ils font un petit fanzine de jeux en une page, de jeux de rôle en une page sur le thème des intergalactiques. Cette année c'était du pain et des jeux. Donc ils ont fait un appel à jeux, donc il y a un petit fanzine de 7 jeux en une page. Il y en a un que j'ai écrit qui s'appelle Mon dernier combat, où on va jouer les pensées d'un gladiateur avant qu'il rentre dans l'arène. Et il y en a un autre où je suis super fier. Il y en a un autre qui est écrit par mon fils Valentin, qui a 13 ans, qui a écrit son premier jeu. Donc c'est un jeu en une page qui s'appelle Sandwich JDR, où on joue des sandwich gladiateurs qui vont affronter des robots pour sauver l'humanité. Ça a l'air trop bien. Et c'est trop bien, et c'est le meilleur jeu du fanzine. Et je suis pas jaloux parce que je suis son père et je suis très très fier. Mais je le trouve tellement bien que je lui ai demandé qu'on le développe pour essayer de faire un petit livret comme ça d'une dizaine de pages que je puisse mettre sur mon Itch.io pour que si les gens l'achètent, ça aille dans son argent de poche, et puis qu'on en imprime peut-être une 50aine pour mettre peut-être qu'il puisse déjà lui en avoir un, qu'il puisse enfiler à ses potes, et puis qu'on puisse en mettre quelques-uns peut-être à la boutique de jeux de Villeurbanne, et peut-être en avoir à Octogone. Je trouve ça trop mignon. Bah ouais. Puis ce qui est trop classe, ce qui est génial, c'est que quand tu crées ton personnage, vraiment, tu composes un sandwich. Donc tu vas choisir ton pain, ça va te donner tes caractéristiques physiques. Donc t'as le choix entre 6 pains différents. Tu vas choisir tes garnitures qui vont te donner des compétences. T'as le choix entre 12 garnitures différentes et t'en prends 3. Et tu choisis ta sauce qui va te donner ton arme, et t'as le choix entre 6 sauces qui donnent des armes différentes. Et du coup, quand tu crées ton personnage, tu composes ton sandwich. Ce sera mon prochain invité alors. Tu veux, il sera fier. Hein, parce que là déjà, d'avoir que son jeu était sélectionné pour être dans le fanzine, il était super fier. Et à juste titre, hein, parce que... Et puis c'est super, il a bossé dessus. Moi, je l'ai un peu aidé. Parce que c'est pas évident d'écrire et puis entre avoir l'idée puis avoir le truc final. Donc moi je l'ai aidé un peu à faire le tri dans ses idées, puis après à mettre un peu en page, parce que faire un jeu en une page, ça veut dire aussi un peu rentrer tes idées au chausse-pied dans une feuille A4. Mais c'est vraiment son jeu, c'est ses idées, c'est ses jeux de mots, c'est son concept, donc c'est cool. C'est trop cool.
Mais Et du coup, maintenant, je suis en train d'en écrire un avec sa sœur aussi, parce que elle aussi, elle veut écrire son jeu. cette famille d'auteurs, bravo. Voilà, faut que j'en écrive avec ma mère aussi, ça me ferait rire. Ça. Le JDR, c'est une histoire de famille. Voilà, mais on a fait le tour. C'est la fin, Guillaume. Déjà, t'avais que ça comme question. Ouais, j'avais que ça comme question. C'est nul, hein. Ouais. La déception. Ça Mais dure on se à peine retrouve. 1h30, je commençais à peine à 8 jours. Ah, On n'a même pas chanté. On n'a même pas chanté. mais on va chanter la semaine prochaine. C'est vrai, on va chanter la semaine prochaine. Parce que la semaine Je sais même prochaine, pas qui joue, on joue. d'ailleurs. Ah, je t'ai Ouais, pas on dit sait. qui jouait. Non, tu m'as pas dit qui jouait, j'aurai la surprise. Alors non, je vais teaser les gens sur le chat déjà quand même parce que il y aura qui. Nous ne serons que 3. Donc il y aura moi, hein, la reine casserole. Il y aura Aurélien de la rôlisterie. Mhm. Et le dernier, la voix d'or du JDR, Kaifer. Ok. Voilà. Donc tu auras une Et team Aurélien full aura un petit scanda. avantage parce Aurélien déjà a un joué petit avantage parce qu'il a déjà joué. Ouais. C'est vrai. Mais Ouais. je sais pas comment il fait, mais il arrive à toujours jouer à tout tout de suite. Il est toujours proms partout. Hein, voilà. Et ouais, Yumikido, c'est Ouais, super cool. cute comme histoire. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour l'actuel plot de La Land of the Dead, où on va Ouais. chanter. Et normalement, non, il n'y a pas d'autre live. Peut-être que je vais faire du live jeu vidéo vu que c'est presque des vacances cette semaine. Je ne sais pas encore. Donc peut-être qu'il y aura du stream sauvage. C'est bien le stream sauvage. Du coup, c'est la fin. On se quitte pour ce soir. Je vais essayer de trouver une chaîne où vous envoyer pour finir la soirée tranquillement. Et je vous fais à tous plein de bisous et encore merci à toi Guillaume d'être venu présenter La Land of the Dead ce soir C'est un et de plaisir. nous avoir raconté toutes ces histoires. Puis merci aux gens dans le chat de nous avoir écoutés. Oui, j'allais y venir. Merci d'avoir été là toute la soirée. Merci pour les abonnements. Merci pour... il y a eu un petit train de la hype là. Merci Chamaël. Et puis merci pour tous les commentaires. Et moi, en fait, j'ai très envie de jouer un jour avec Aranita aussi parce que vu qu'elle fait de la comédie musicale et tout, ça doit être trop chouette de jouer avec elle. Voilà. Plein de bisous et à très bientôt. Bye.